Eh ben, on n'a que 12 minutes pour notre débat politique. Que de sujets. Bonjour Nicolas Corato. Bonjour Laurence. Président fondateur du think tank Place de la République. Bonjour Florian Gérard Mercier. Bonjour. Directeur des études du think tank Le Millénaire. Alors, avec vous, en fait, on a le débat un petit peu commencé hors studio tout à l'heure. Je vous ai posé la question de savoir si vous aviez regardé le match, mais pas franchement, hein. En revanche, Thomas en parlait là à l'instant de ce tweet de Bruno Retailleau et de ce mot barbare. Et alors, vous, ça vous avait fait totalement bondir, Nicolas Corato. Bondir, je sais pas, ça m'inquiète. Ça m'inquiète sur la course et les enchères qui sont lancées sur l'emploi de termes et de champs lexicales qui éloignent de plus en plus les hommes politiques, notamment de droite, du champ républicain. Bruno Retailleau est ministre de l'Intérieur et sa responsabilité, c'est d'organiser le maintien de l'ordre, en l'occurrence lorsque de tels événements ont lieu. Et l'histoire du Paris Saint-Germain et du maintien de l'ordre n'est pas une histoire récente, c'est une très vieille histoire. Les violences générées par ce club et ses supporters ne datent pas d'hier. Et de mémoire de préfet de police, on connaît les difficultés de maintien de l'ordre que ça procède. Donc le ministre de l'Intérieur, il ne doit pas être surpris de ce qui se passe hier soir. Il a dû même anticiper avec ses équipes, avec le préfet de police de Paris, les choses. Donc sa responsabilité, c'est d'apporter son soutien aux forces de l'ordre et c'est aussi d'assurer effectivement l'ordre et la sécurité dans les rues de la ville. Je dis ça parce que il y a quelque temps, son prédécesseur, M. Darmanin, avait été lourdement mis en cause pour sa gestion d'un match de foot au Stade de France avec Liverpool. Premier point. Deuxième point, le rôle d'un ministère de l'Intérieur, c'est pas de faire le tri entre des citoyens. Non mais vous me laissez finir. C'est pas de faire le tri entre des citoyens. Il n'y a pas d'un côté des citoyens de première zone et des citoyens de deuxième zone. Qualifier quelqu'un de barbare, et l'emploi du mot barbare n'est pas neutre, ni anodin, c'est un tweet, c'est pas une déclaration orale. Qualifier quelqu'un de barbare, étymologiquement, c'est le mettre hors de la communauté nationale. Or, moi je peux considérer qu'il y a dans ce pays des gens qui se comportent bien, des gens qui se comportent pas bien, il y a des gentils, il y a des méchants, il y a des gens bien, il y a des salauds, mais ce sont tous des citoyens dotés de droits, et puis ensuite, la République sanctionne, la République écarte, la République se protège, la République punit, mais elle le fait toujours en considérant que l'homme, quel qu'il soit, est égal à l'autre, en droit. Et je pense que pour un ministre de la République, commencer à considérer qu'il y aurait dans ce pays des bons citoyens d'un côté et des barbares de l'autre. Le mot n'est pas anodin. Hein. Le mot n'est pas du tout anodin. Et il est très rare dans l'emploi républicain. Il faut remonter à des périodes les plus sombres de notre histoire pour retrouver des hommes publics, des hommes d'État qui osent s'exprimer ainsi. J'aurais pu faire des républicains. Oui, tout à fait. Non, mais là, j'aurais pu faire un bingo parce que là, forcément, on finit sur les heures les plus sombres de l'histoire. Oui, non, oui. Le fait est que si on refait le match un peu pour le dire, comme en mai 2023, Emmanuel Macron parle de décivilisation. Il y a un changement quand même dans notre pays que tous nos auditeurs, je pense, ont pu voir dans les dernières années. Et il est vrai que vous avez fait référence à ce qui a pu se passer avec des supporters du PSG dans le passé, mais c'était pas, la volonté n'était pas d'aller piller et d'aller tout détruire dans les rues, d'aller vider un footlocker. Donc moi j'ai envie de dire quand même, premièrement, que Bruno Retailleau a fait un plutôt bon travail, parce que c'est vrai que le dispositif a été très conséquent, et heureusement, parce que quand on voit ce qui s'est quand même passé malgré tous les effectifs, c'est quand même un peu inquiétant. Et quand il dit ça, c'est que en fait, c'est toujours pareil. On parle d'une minorité, les Black Blocs dans les manifestations du 1er mai, ici, des gens qui sont là uniquement pour casser, etc. Donc, c'est dans la nature un peu des violences où il y a cette décivilisation, pour reprendre le terme du président de la République, qui a lieu depuis plusieurs années maintenant. Et donc, en ça, le fait de dire que quelqu'un qui est décivilisé est un barbare, c'est la réalité. Donc, vous savez d'où vient le terme décivilisation ? Mais non, ça vient pas de là. Ah bon ? Mais arrêtez. Ça vient pas d'où alors ? C'est un terme qui est utilisé dans la sociologie, pour décrire par certains sociologues. Mais y compris par des sociologues de gauche, par exemple, pour décrire le processus par lequel le nazisme a essayé de déciviliser les individus pour les faire rentrer dans une masse. Donc bon, maintenant, vous pouvez rester sur vos acquis. Le point, c'est que il y a une situation qui est celle-ci. Le fait de dire il y a des barbares dans les rues, ça ne veut pas dire qu'il faut les traiter différemment. Moi, ce dont je me réjouis. Vous pensez que quand les policiers
entendent leur ministre de tutelle dire que des barbares sont dans les rues, vous pensez que ça ne peut n'avoir aucune incidence? Mais vous pensez que c'est responsable? Moi, je pense que vous les pensez que policiers c'est sont responsable de lancer comme message qu'il y a des barbares dans les rues de Paris? Vous pensez que c'est responsable? Mais je pense, mais les policiers sont des gens parfaitement professionnels qui traitent les personnes en face avec le professionnalisme qu'on leur connaît. Et donc non, je ne pense pas que les policiers ont changé la manière de faire en fonction de ce que ne vous choque pas en fait. Mais non, parce qu'il décrit une réalité. En fait, c'est ça le problème de la gauche, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des mots pour nommer la réalité, ça s'insurge. Mais le problème, c'est que nommer les choses correctement, c'est important. Voilà, c'est comme ça. Mais en tout cas, je vous rejoins sur un point, c'est qu'effectivement, nos forces de l'ordre sont beaucoup plus responsables que les ministres qui les pilotent. Bon, en tout cas, vous ne mettrez pas d'accord sur ce match-là. Autre match, après le PSG, le PS, match certainement plus serré, moins de 2 points d'écart, sépare Olivier Faure en tête avec 42,21% des voix face à Nicolas Mayer-Rossignol avec 40,38% des voix. Boris Vallaud, faiseur de roi, ne donnera pas a priori de consigne de vote et donc on saura ce jeudi, le 5 juin, qui de l'un ou de l'autre incarnera le PS. On dit voilà, score quand même très très serré, rien n'est joué, notamment pour Olivier Faure, Nicolas Corato. Oui, bon, d'abord il faut relativiser l'importance de ce vote, quel qu'en soit le résultat. Peu ont voté d'ailleurs. Il y a 40 000 votants à peu près, donc on voit bien que contre à peu près 170 000, je crois, pour les LR, il y a quelques jours, donc on voit bien quand même que ces deux partis sont affaiblis, mais le PS quasiment et encore plus. Ce qui est intéressant symboliquement dans le résultat qu'on attend jeudi, c'est de voir ce qui concorde entre ce qui reste de militants au PS et les sympathisants et l'électorat de gauche. Parce qu'on voit une chose quand on regarde les sondages attentivement, c'est que je dirais que le cercle de la raison, vous savez, c'est cette gauche qui a voulu se convertir au libéralisme et gouverner le pays et qui a finalement généré un Emmanuel Macron, c'est à peu près le terme d'origine, est toujours très présente médiatiquement, fait toujours beaucoup de bruit, mais finalement ne correspond plus véritablement à l'électorat de gauche, qui est un électorat qui a envie d'une gauche plus radicale, un peu ahistorique, un peu plus radicale. Et d'ailleurs, les derniers sondages avec les chiffres qui créditent M. Mélenchon sont étonnants entre, je veux dire, le traitement médiatique de M. Mélenchon et puis en même temps l'image qu'il continue à avoir dans l'électorat de gauche. Donc par rapport à tout ça, et malgré les jeux d'appareil, il est tout à fait possible qu'Olivier Faure, finalement, confirme sa position. Et l'ancrage du PS dans, effectivement, une gauche beaucoup plus radicale. Et ça, ce serait un fait politique. C'est-à-dire que malgré la NUPES, malgré le NFP, malgré les champs ouverts à l'Assemblée nationale depuis la dissolution, finalement, ce parti socialiste continuerait à s'ancrer là où est l'électorat de gauche, le vrai, le pur, le dur, c'est-à-dire dans une gauche beaucoup plus radicale. Et je dis pas radicale en termes sociétaux, je dis radicale socialement. C'est une gauche qui n'a pas digéré la loi travail, la loi El Khomri, qui n'a pas digéré la politique de l'offre mise en place par le président Hollande, qui n'a pas digéré le quinquennat Hollande. C'est une gauche de réaction par rapport au quinquennat Hollande. Et c'est ça qu'il faut avoir à l'esprit pour comprendre ce qui se passe à gauche, non seulement... Et pourtant, on n'a jamais autant entendu Hollande ces derniers temps. Oui, mais peut-être parce que justement, il sent bien qu'il faut qu'il parle de plus en plus s'il veut que son camp, ce fameux cercle de la raison, continue finalement à avoir une voix et que la gauche du gouvernement qu'il appelle de ses voeux ait un avenir. Parce que pour l'instant, ce qui est en train de se dessiner, c'est tout à fait autre chose. Le PS peut-il encore peser sur la gauche 80% de nos auditeurs disent non. Votre regard, Florian Gérald, merci. Sur ce qui se joue là, et notamment à partir de jeudi. Je pense qu'il y a deux choses. Il y a quand même 40 000 votantes, c'est pas rien. Le PS reste une machine politique. Il y a des fédérations, il y a tout un ensemble de choses. Alors maintenant, est-ce que le PS aura un candidat ? C'est un peu ça la question, et c'est aussi pour ça qu'il y a moins de votants que chez les LR. Je pense que non. Voilà, donc ce qui se joue ici, c'est vraiment la position par rapport à LFI. Et là, ils semblent d'accord l'un comme l'autre. C'est tout sauf. Oui, tout mais sauf bon, Olivier Faure historiquement était quand même pour l'Union, donc. La question plus globale, c'est quel est le chemin pour la gauche laïque, républicaine, historique, et comment est-ce qu'il traite de cette gauche à la dérive, parce que donc on a parlé d'une gauche à la dérive.
Ah bah oui, LFI quand même, Mélenchon, c'est compliqué quand même. On parlait du champ républicain, et il s'en éloigne de plus en plus tous les jours. Quand on voit ce que M. Mélenchon peut dire, faire, enfin c'est quand même assez tragique. Vous parlez de gauche à la dérive aussi, vous, Nicolas Corato? Vous parlez de la gauche de la raison là tout à l'heure. Écoutez, dans les excès, et on parlait des excès de M. Retailleau, je pense que le match est plié. C'est-à-dire que la droite est beaucoup plus excessive et à la dérive. Vous parliez tout à l'heure, vous citiez M. Ciotti, qui est quand même un homme de droite qui a pactisé et qui s'est allié avec l'extrême droite, c'est-à-dire qui a trahi la promesse gaulliste, la promesse chiracienne. Donc je pense que quand on parle de partis politiques à la dérive et qui ont quitté le champ républicain, il faut vraiment regarder d'abord dans son camp, faire l'analyse de ce qu'on est, de là où on va, et avant de critiquer les autres. Pour l'instant, je ne considère pas que M. Mélenchon ait quitté l'arc républicain. Ah oui, carrément. Bah oui, carrément, on a le droit de le dire, vous savez. Oui, non, mais c'est très bien. Ouais. Non, mais ça, c'est intéressant. En quoi aurait-il quitté l'arc républicain? Donnez-moi un exemple concret, qui fait de M. Mélenchon un anti-républicain. La manière, par exemple, qu'il a eu de se dire la République c'est moi. Enfin, c'est des choses qui sont quand même choquantes pour les gens. Et puis ensuite sa politique vis-à-vis d'Israël et de la Palestine. Ah bon? Alors en quoi c'est anti-républicain? Dites-moi. Ce qu'il y a d'anti-républicain là-dedans, oui. C'est que justement, c'est envoyer, et vous le disiez vous-même, c'est envoyer certains de nos concitoyens, les soumettre à l'opprobre d'une autre partie de concitoyens. C'est-à-dire que c'est vraiment, là pour le coup, Monsieur Mélenchon a une responsabilité terrible dans le fait de monter des communautés les unes contre les autres, une étant d'ailleurs plus victime en l'occurrence que l'autre sur notre territoire. Donc sur ce point-là, donc on est d'accord en fait sur l'idée qu'il ne faut pas distinguer dans la communauté nationale. Ah bah, vous êtes d'accord avec moi? Ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas monter des communautés les unes contre les autres. Donc on ne traite pas les citoyens de barbares. Pour des questions d'électoralisme politique. Soyez concret, soyez cohérent avec ce que vous dites. Oui. Vous voyez, que ce soit M. Retailleau ou M. Mélenchon, soyez cohérent. Si vous jugez qu'effectivement la République, c'est de considérer que tous les citoyens sont égaux en droit. Les casseurs ne sont pas une communauté qu'il faut qui risque de créer des violences. Ce sont juste des individus qui... Enfin, comme les Black Blocs, vous voyez, ce sont juste des individus qui sont. Non, mais si vous voyez pas que les Black Blocs c'est un problème quand même de l'extrême gauche, oui, c'est des gens qui sont hors de notre République, qui ne sont là que pour casser, et donc c'est effectivement des gens qu'il faudrait traiter, réussir à attraper, pouvoir mettre en prison hors d'état de nuire. On est d'accord, mais ce sont des citoyens. Ah ben oui, c'est des citoyens, mais personne l'a dit. Donc ce ne sont pas des barbares. Non, mais un barbare, c'est pas un citoyen. Mais à chaque fois. Un barbare, c'est pas un membre de la communauté nationale. Monsieur Retailleau est un fin lettré. Monsieur Retailleau est un fin lettré, c'est un érudit, il n'emploie pas les mots pour un autre, il ne change pas les mots pour un autre. Il sait très bien ce qu'il dit, c'est très bien ce qu'il écrit, c'est un tweet. Il l'a écrit. Donc effectivement, vous voyez, que ce soit de Retailleau à Mélenchon, demandons la même chose à nos responsables politiques. De la cohérence et des comportements républicains. Et nous serons d'accord, vous et moi. Eh bien, vous savez quoi, ce sera peut-être le mot de la fin, même si vous n'êtes pas forcément d'accord. On va dire que le match n'est pas totalement plié entre vous deux, mais en tout cas, vous étiez bien inspirés. Merci d'être venu ce matin. Nicolas Corato, président fondateur de Think Tank, Place de la République. Et merci Florian Gérard Mercier, directeur des études du Think Tank, le Millénaire.